Le nom de Larissa pèse tellement sur Alfonso qu'il reste soudain sans voix, car il n'a jamais rencontré cette femme de sa vie. Sa mère l'informe que la délégation diplomatique du royaume de Gallico viendra le mois prochain, car elle souhaite parler de cette proposition de mariage en personne. La mère d'Alfonso dit qu'elle ne veut plus entendre les rumeurs selon lesquelles il serait trop proche d'une dame d'une quelconque maison que ce soit. Mais même après avoir entendu les paroles de sa mère, Alfonso fait remarquer qu'Ariane n'est pas une simple dame d'une maison, donc elle ne peut pas juste être classée dans une telle catégorie. Alfonso déclare également que si elle veut blâmer quelqu'un pour l'incident du bal de présentation, il doit également être blâmé, puisqu'il a assisté au bal sans sa permission. Après avoir entendu cela, la reine commence à s'en prendre à Alfonso, affirmant que ce n'est pas normal et qu'il ne doit pas oublier qu'il est le seul héritier du royaume étrusque, ce qui explique pourquoi il ne peut pas être associé à une femme quelconque. La reine commence alors à élaborer un plan sur sa future partenaire, qui est également en âge de se marier. Elle a aussi une excellente réputation. Il ne faudrait pas que toute cette situation provoque un effet néfaste sur Ariane en raison de l'impossibilité de leur mariage, car il en sera le responsable. Enfin, elle insiste pour qu'Alfonso cesse immédiatement d'envoyer des lettres et de la rencontrer seule chaque fois qu'il le souhaite avant que la situation ne devienne encore plus sérieuse. Quelque temps après, Ariane est accueillie par sa nouvelle amie lors de la cérémonie de thé. Dès qu'elle arrive dans le manoir, elle commence à se demander quel type de discussion les filles pourraient avoir lors d'une cérémonie de thé, ce qui commence à la peser, se demandant si elle pourra s'entendre avec ces femmes. Dès qu'elle entre dans le lieu, elle commence à entendre l'une d'elles pleurer et crier, se demandant si la personne qu'elle aime veut bien l'épouser ou non, malgré le fait qu'elle et son partenaire soient déjà fiancés. Ariane prend cela à la légère, sachant que ce sont des conversations que les filles peuvent avoir à leur âge. Mais la situation devient sérieuse pour Ariane lorsqu'elle commence à entendre le nom d'Isabella. Elle commence à écouter de plus près et il semble qu'Isabella ait ruiné sa relation avec son partenaire, car l'homme était enchanté par Isabella, plutôt que de prendre son parti à ce moment-là. Ariane réalise qu'Isabella est allée jusqu'à flirter avec l'homme de son ami proche, c'est à se demander si elle reste toujours populaire dans la haute société. Ariane suggère à la dame de ne pas s'inquiéter, car elle ne fait que jouer avec lui, ce qui étonne la dame car elle ne s'attendait pas à voir Ariane à la fête. Ariane ajoute alors qu'Isabella commencerait à fuir si son homme s'approche un peu plus d'elle, car elle aime simplement leur attention. Ariane sait qu'elle désire de l'attention, mais lorsque la situation devient sérieuse, elle se retirera et s'enfuira, sachant qu'elle ne peut pas supporter la pression. La même chose s'est produite avec César dans sa vie précédente. La dame commence à se sentir mieux et remercie Ariane de l'avoir réconfortée, la louant pour son humilité, alors qu'Ariane considère tout cela comme de la sympathie pour une autre victime d'Isabella. Ensuite, la dame commence à faire l'éloge d'Ariane pour être une si bonne sœur envers Isabella, et elle se demande pourquoi Isabella parlerait si mal d'elle. La dame s'exclame alors, disant que si elle avait su qui était Ariane avant, elle aurait empêché Isabella de faire cela au préalable. Surprise, Ariane lui demande de quoi elle parle, et elle commence alors à révéler la vérité, affirmant qu'Isabella était celle qui avait répandu le mensonge selon lequel Ariane avait intentionnellement déchiré sa robe pour que tout le monde la regarde. Non seulement cela, mais Isabella a aussi répandu qu'Ariane aimait montrer ses seins. Et pour la première fois, Ariane réalise à quel point sa demi-sœur peut être toxique. La dame ne s'arrête pas là et précise qu'Isabella porte secrètement des poches à seins pour les faire paraître plus gros, car elle pense qu'Ariane aime se vanter de sa poitrine. Lorsqu'Ariane prend connaissance de tout l'incident, elle apprend que la dame est même prête à trahir ses propres amis pour se rapprocher d'elle. D'une manière ou d'une autre, comme elle le sait déjà, des gens comme elle aimerait se rapprocher de quelqu'un injuste pour lui planter un couteau dans le dos, donc elle ne peut faire confiance à aucun d'eux dans cette situation. Mais Ariane est satisfaite d'apprendre quel genre d'endroit c'est vraiment, car cela pourrait lui être utile un jour. Après avoir compris toute la théorie derrière cela, Ariane saisit sa chance pour révéler la vérité sur ce qu'Isabella a dit à son père à propos de Camélia, et tout le monde, y compris Camélia, commence à réagir en apprenant que Camélia ne pouvait pas comprendre qu'Isabella finirait par mentir à son sujet. Ariane commence alors à utiliser l'option de se servir de l'ennemi de sa sœur contre elle, et elle est heureuse d'avoir réussi à faire en sorte que Camélia déteste Isabella, ce qui pourrait lui être utile à l'avenir. Pendant ce temps, César interroge Ottavio sur la façon de séduire une femme qui ne l'aime pas. Ottavio est surpris que César lui pose une telle question alors qu'il est l'expert en matière de femmes, étant le playboy de la capitale. César remarque qu'il n'a jamais couru après une femme de sa vie, et que ce sont toujours les femmes qui venaient vers lui en premier. Ottavio commence à réfléchir en l'écoutant et lui suggère de poursuivre la femme à l'ancienne, c'est-à-dire en lui envoyant des fleurs et des cadeaux, car il n'y a pas de femme qui rejetterait des fleurs et des cadeaux. Cela fait prendre conscience à César pourquoi Ottavio n'est pas le plus populaire auprès des femmes, ce qui le pousse à réagir. Puis, Isabella est surprise de voir que César a envoyé des fleurs chez elle. Il semble que César ait également envoyé quelques robes à la maison, et Isabella est ravie de les voir, car elles ont été fabriquées par Collision Boutique, qui est sa préférée en ville. Au moment où elle apprend que tout cela a été envoyé par César lui-même, elle commence à rougir, suggérant qu'on devrait apporter les robes dans sa chambre pour qu'elle les essaye immédiatement.
L'homme qui est venu avec ces choses s'excuse et commence à bégayer, disant qu'il a envoyé tout cela pour Ariadne. Isabella commence à s'énerver. Après cela, les hommes rejoignent Ariadne avec les cadeaux et les roses, et elle a du mal à accepter que César fasse une telle chose pour elle. Il semble que le gars lui ait également envoyé une lettre, pleine de louanges et de mots d'appréciation pour elle, sur le fait qu'ils avaient partagé une danse ensemble lors de son bal de débutante. Mais au lieu d'être heureuse, l'humeur d'Ariadne se gâte, se remémorant ses expériences passées avec lui dans sa vie précédente et comment il allait toujours jusqu'à la rabaisser à quelque chose de moins cher qu'on peut trouver n'importe où dans la rue. Elle constate qu'à présent, les circonstances étant différentes, il la traite différemment cette fois. Elle suggère aux hommes de reprendre toutes ces choses immédiatement, car elle ne peut accepter de tels cadeaux venant de lui. Ensuite, l'homme commence à expliquer que les roses vont se faner car elles sont réelles, et lorsque l'homme continue à lui suggérer de prendre les roses, elle accepte. Mais son opinion sur la robe reste la même jusqu'à la fin. Elle ajoute aussi que l'homme peut garder les roses à l'écart et à l'extérieur de la chambre. Ainsi, elles ne seront pas dans son champ de vision. Lorsque les roses sont laissées à l'extérieur de la chambre, Arabella est assez impressionnée de voir de si jolies roses dans un beau bouquet, et Isabella perd la tête à cause du fait que ces cadeaux n'étaient pas pour elle, commençant à réagir mal envers sa sœur cadette. Quand Arabella s'éloigne, Isabella commence à contempler le fait que Julia a organisé une cérémonie de thé en l'excluant, et qu'Ariadne a été celle qui a été invitée à sa place. Et maintenant, César a envoyé toutes ces choses uniquement pour Ariadne et non pour elle, alors qu'il lui avait fait une proposition il y a quelque temps. Elle est agacée par le fait qu'une personne aussi belle qu'elle puisse être ignorée, tandis qu'Ariadne est traitée comme si elle était une sorte de déesse. Puis, tandis qu'Isabella perd son calme à propos de toutes ces choses, son cousin s'approche d'elle, demandant ce qui lui passe par la tête, et il s'agit du même loser, Anobi, de l'incident précédent qui s'est produit il y a un moment. Isabella commence à expliquer ce qui se passe, et après avoir entendu tout cela, l'homme commence à agir comme un chevalier servant, gardant son bouclier en main et disant qu'il va donner une leçon à Ariadne. Zanobi commence à penser que si quelqu'un comme Isabella le traite bien, il peut maintenant se vanter de tout cela auprès de ses amis. De plus, il pense qu'il y a un moyen pour lui d'obtenir un baiser d'Isabella à travers tout cela. Pendant ce temps, Arabella est émerveillée d'apprendre qu'Ariadne est sur le point d'assister à la compétition de chasse et lui demande qui va gagner. Cette fois, Arabella espère qu'un beau chevalier gagnera lorsqu'elle assistera à la compétition de chasse, une fois qu'elle sera plus âgée. Elle remettra sûrement son mouchoir à ce chevalier, rêvant de se marier avec un beau et courageux chevalier au lieu de se comporter comme Isabella. Ariadne apprécie ses pensées, sachant que des nobles de haut rang partageront des conversations futiles dans leur tente pendant que les jeunes hommes partiront chasser le gibier. Puis, à la fin, en signe d'admiration pour le gagnant, les dames remettront leur mouchoir. Mais même s'ils ne sont pas les gagnants, une dame peut encore remettre son mouchoir si elle pense qu'il y a eu un homme suffisamment courageux. L'événement repose principalement sur le fait que des hommes et des femmes séduisants tombent souvent amoureux. Alors qu'Arabella continue de rêver de ce qui va arriver dans le futur. Ariadne se promet de l'aider à rencontrer l'homme de ses rêves un jour, afin qu'elle ne tombe pas dans le piège noir et ne meure pas prématurément comme elle l'a fait dans sa vie passée, ce qui changera sûrement son destin. Soudain, une lettre arrive pour Ariadne, et lorsqu'elle pense que cela pourrait être d'Alfonso, elle demande à Arabella de se préparer pour sa leçon, car son professeur arriverait bientôt pour qu'elle puisse lire la lettre seule. Comme c'est la première lettre qu'elle reçoit après tout l'incident du bal de débutante, elle se demande ce qui pourrait y être écrit pour elle, mais pour une raison quelconque, elle est envoyée par César, et elle déchire rapidement la lettre avec ses deux mains, commentant l'indécence de l'homme. Il semble que César soit déterminé à remporter la compétition de chasse de cette année, et il était intéressé de savoir si elle lui remettrait son mouchoir s'il parvenait à capturer le cerf doré. Puis, Sancha réalise que l'homme sait qu'Ariadne assistera à la compétition de chasse et il semble qu'il ait envoyé une selle de cheval, spécialement faite avec une lettre précieuse pour elle. Mais comme elle sait déjà qu'Ariadne n'est pas prête à accepter ce cadeau, elle décide de le renvoyer à nouveau. D'un autre côté, Ariadne est frustrée d'apprendre que César parle toujours du cerf doré dans cette vie aussi, et elle en a assez car envoyer des cadeaux est une routine régulière pour lui. Pendant ce temps, Alfonso n'a pas écrit une seule lettre depuis le jour du bal de débutante. Cela amène Ariadne à se demander si quelque chose lui est réellement arrivé ou s'il a vraiment commencé à être dégoûté après avoir vu son corps géant et atroce, ce qui l'a peut-être amené à perdre de l'intérêt pour elle. Anxieuse, Ariadne commence à serrer les poings, se demandant si elle va vraiment le rencontrer lors de la compétition de chasse. Puis le jour de la compétition de chasse arrive, et le roi de la délégation étrangère de Gallico fait son apparition, tandis que le roi de Toscane continue de se frotter la moustache en tant que chef de la délégation étrangère du royaume. Le duc commence à louer le temps qu'il fait. Lorsque le comte étrusque Marquet propose quelque chose, le duc et Mario échangent tout en suivant la conduite étrusque puisqu'ils sont en étruscan. Le duc commence à se moquer de l'homme en qualifiant l'étruscan de petit pays, ce qui crée une situation frustrante pour Alfonso, qui est presque sans voix. Pour dissiper les nuages de toute cette conversation, le père d'Alfonso commence à dire en plaisantant qu'il est difficile pour son fils de se marier et décide de porter un toast tout en mettant de côté les problèmes de langue et d'autres affaires personnelles.
Mais Alfonso ne semble pas être diverti par tout cet incident. Pendant ce temps, le comte César s'en va assister à la compétition de chasse avec ses hommes, tout en discutant du prince Alfonso. Lorsque la conversation sort du cadre, César déclare qu'il va se rendre seul toute la journée, donc il ne devrait pas le suivre puisqu'il doit trouver le cerf doré. Ses camarades commencent alors à prendre une autre direction. Ariadne reste impassible en voyant que César n'a toujours pas changé et n'a jamais cessé de chercher le cerf doré. Après tout, il semble que la légende du cerf doré dit que cette créature mythique boit à l'étang de la vie éternelle, dont l'eau imprègne tous ceux qui s'y baignent de la beauté la plus divine. Et surtout, on dit que la personne qui parvient à attraper le cerf doré serait destinée à monter sur le trône, et à ce sujet, César du passé tenait fermement cette affirmation. L'homme prétendait avoir vu le cerf doré quand il était jeune, et que c'est la raison pour laquelle il est si beau, c'est qu'il a lavé son visage dans l'eau d'immortalité. Mais Ariane ne croit pas un mot de tout cela. Alors qu'elle était dans ses propres pensées tout ce temps, elle remarque soudain Alfonso se tenant à côté d'elle, mais au lieu de prononcer un mot, il regarde le sol. Ariane pense que la raison pour laquelle il agit ainsi est qu'ils sont à un événement public, alors elle commence à faire avancer son cheval pour s'éloigner, mais elle réalise vite qu'elle n'a pas grand-chose à faire car elle s'ennuie. Même si elle voulait rester dans la tente, elle sait que tous ses camarades d'art sont présents, donc elle pense qu'il serait mieux pour elle de se promener à la place. À ce moment-là, Xanobi s'approche d'elle pour avoir une conversation, mais comme elle est déjà de mauvaise humeur, elle déclare qu'elle n'a rien à lui dire et commence à s'éloigner. Soudain, Xanobi devient agressif, disant qu'elle ose agir de manière arrogante sans connaître sa place, et que si elle harcèle encore une fois Isabella, elle répondra de ses actes. En entendant cela, Ariane sourit en le voyant s'agiter pour cela, car elle sait qu'il essaie de bien paraître devant Isabella pour obtenir son affection, mais en tant que cousin il est dégoûtant qu'il agisse ainsi. Car il agit comme s'il n'avait rien entendu, Ariane lui suggère de s'occuper de ses affaires au lieu de celles des autres, car il n'a même pas un seul ducado à son nom. Ce qui choque l'homme alors qu'elle commence à lui dire qu'il ne sert à rien. Il lui crie délibérément de se taire, et lorsqu'il commence à s'emporter, il finit par prendre son arbalète pour tirer, ce qui touche son cheval. Le cheval commence à courir comme un fou dans la forêt sauvage, Ariadne commence à se demander si elle doit sauter de la course en cours, sachant que si elle le fait, elle ne resterait pas intacte. Mais même si elle ne saute pas, elle s'apprête à plonger dans le vide ce qui pourrait la tuer à coup sûr. Alors qu'Ariane perd tout espoir, elle remarque César qui l'appelle, lui suggérant de détendre ses jambes et de se pencher en avant. Mais même si elle suit ses instructions, il réalise que cela ne fonctionnera pas comme il le pensait. Il décide donc d'agir. Après lui avoir suggéré de retirer ses pieds des étriers, il finit par sauter de son cheval pour l'attraper, et ils tombent tous les deux au sol et finit par la sauver. Dès qu'Ariane reprend conscience, elle commence à s'inquiéter pour César, restant silencieuse, doutant de son bien-être, ne sachant pas s'il a fini par mourir après avoir été touché, tous deux tombant au sol. Lorsqu'elle vérifie sa respiration, le garçon commence à parler comme si rien ne lui était arrivé, tout en racontant des blagues idiotes à Ariane. Mais il semble qu'il est déjà blessé au bras assez gravement, alors il déclare qu'il veut s'allonger un peu plus longtemps et pour prolonger la blague, il fait une proposition en disant qu'elle peut s'allonger sur sa main puisqu'il a le bras largement ouvert. Mais Ariane ressent un frisson désagréable la parcourir le corps. Elle lui suggère d'arrêter de plaisanter et de se lever. Sinon, elle devra lui donner un coup de pied dans le bras pour qu'il se lève. En lui tenant la main pour l'aider à se lever, elle réalise que sa main pourrait être cassée, alors elle commence à déchirer ses jupes pour faire un bandage afin qu'il se sente mieux en bougeant son bras. Lorsqu'il lui demande son niveau de compétence en matière de médecine, Ariane déclare qu'elle a une expérience modérée car elle a grandi dans une ferme à la campagne. Elle commence alors à se dépêcher, sachant que le soleil va bientôt se coucher et qu'elle ne veut pas passer la nuit avec lui dans la nature. En vérifiant son cheval, il réalise qu'il est déjà mort, et Ariane pense que cela a pu être causé par le choc qu'il a ressenti quand il s'est brisé le cou. Soudain, César remarque le carreau de l'arbalète dans le corps du cheval, et quand il demande à Ariane ce qui s'est passé, elle décide de ne pas répondre, réalisant qu'il pourrait créer une situation plus complexe. Après avoir pris connaissance de cela, César lui suggère d'en parler sur le chemin, il propose à Ariane de rentrer à cheval, mais elle insiste sur le fait qu'elle marchera sur le chemin. Il ne comprend pas pourquoi elle refuse de monter sur le cheval, et Ariane affirme qu'elle a ses propres raisons, puisqu'elle ne veut pas être dans ses bras en montant à cheval à cause de leur expérience précédente. Mais César continue de faire encore plus de blagues idiotes sur le fait qu'elle passe la nuit avec lui, ce qui n'a aucun effet sur Ariane, puisqu'elle sait déjà ce qu'elle veut depuis le début. Pendant ce temps, le comte du royaume étrusque est occupé à négocier avec les ducs galiciens, car celle qui était censée être la compagne d'Alfonso était la grande duchesse Suzanne. Mais maintenant, la situation a changé car la compagne a été remplacée par la petite sœur de Suzanne, Lariessa. Cependant, le duc des royaumes galiciens n'est pas prêt à entendre d'excuses à ce sujet. En effet, Suzanne est morte de la manière la plus malheureuse après avoir contracté la peste, et après elle, sa petite sœur Lariessa a été choisie comme la compagne appropriée pour Alfonso. À ce moment-là, le comte affirme que la seule chose qui va résoudre la situation est d'augmenter la dot par rapport à ce qui avait été convenu auparavant,
et tout ce qu'il demande, ce sont 20 canons et la recette de la poudre à canon des armées galiciennes. Ainsi, l'offre sera plus appropriée pour le roi étrusque. Après avoir entendu tout cela, le duc pense qu'ils vont un peu trop loin. En effet, il demande à la fois des canons et la recette de la poudre à canon. Mais selon le comte étrusque, il n'est pas celui qui avait l'intention d'acheter l'héritage du siège de pouvoir étrusque par le mariage, il ne peut donc pas en être le juge. Mais le duc n'est pas prêt à céder de sa position, pensant que les autorités étrusques n'ont pas une haute estime de l'Ariessa, comme si elle n'était pas capable de remplacer Suzanne. Il fait une proposition en disant que l'Ariessa viendra personnellement visiter le royaume étrusque, afin que les autorités étrusques puissent juger de sa qualité avant d'entrer en relation, pour s'assurer qu'elle est appropriée pour devenir reine. D'un autre côté, alors que César et Ariane traversent la forêt à cheval, il continue d'insister pour qu'ils s'assoient ensemble, mais Ariane maintient sa position, donc cela ne se produit pas. En même temps, César est étonné d'apprendre que son cousin aurait pu lui faire une chose pareille, peu n'importe à quel point il était en colère, ce qui aurait presque causé sa mort. Il lui suggère qu'elle aurait dû planter un couteau dans le cheval de Zanobi et il s'assure que dorénavant, chaque fois qu'elle sera en difficulté, elle pourra compter sur lui, car il viendra résoudre tous ses problèmes immédiatement. Alors qu'ils continuent à se chamailler sur le chemin hors de la forêt, ils remarquent tous les deux le cerf d'or buvant de l'eau près d'un lac, ce qui étonne énormément Ariane. Tous ses doutes s'évaporent en un instant, car elle sait que celui qui prendra la tête du cerf sera le roi à l'avenir. Elle remarque César jeter un coup d'œil en direction du cerf, comme s'il le ciblait. Pensant que l'homme allait la quitter pour rattraper le cerf, elle commence à descendre du cheval pour qu'il puisse se diriger vers le cerf et le capturer. Mais il semble qu'il pense autrement. Il n'est pas intéressé par la capture du cerf, car à ce moment-là, il devrait la laisser au milieu de la forêt, et il ne veut pas faire ça. Exclamé, Ariane lui demande pourquoi il ne le veut pas, puisqu'il lui a expliqué toute sa fascination à capturer le cerf dans ses lettres. César commence alors à plaisanter sur le fait qu'elle a soigneusement lu toutes ses lettres. Lorsqu'il remarque que le cerf a disparu, il se dirige vers l'étang, pensant qu'il pourrait s'agir de la fontaine de jouvence, et lui suggère de se laver aussi avec lui, pensant que son visage pourrait devenir plus beau. En se lavant le visage, César remarque que l'eau pique, et Ariane suppose que cela pourrait également la piquer. Alors qu'Ariane commence à se laver le visage, César continue à la regarder et profite de l'occasion pour l'embrasser sur le front pendant qu'elle fixe toujours l'horizon. Choquée, Ariane réagit presque instantanément, et César tente de se justifier avec des excuses maladroites. Ariane comprend qu'être en colère contre lui pour son comportement sournois ne servirait à rien, mais agacée par l'incident, elle lui propose de repartir immédiatement avant que le soleil ne se couche. Elle refuse encore que César monte à cheval avec elle, ce qui pique César, car il est l'homme qui l'a sauvé de son pétrin. Pendant ce temps, Alfonso est assis dans la tente royale avec ses parents, il commence à se demander ce qu'il en est d'Ariane, se demandant si elle est partie chasser toute seule alors qu'elle ne semblait pas être du genre à aimer ce genre d'activité physique. Il commence alors à se demander si elle est vraiment partie se promener avec un autre homme et serre les poings d'agonie. Mais cette idée lui semble impossible à un certain point, car son attitude envers lui était unique et inchangée. Il sait qu'Ariane ne montre ses sentiments qu'à lui, donc les autres hommes ne doivent pas en être informés. À ce moment-là, l'informateur du roi lui fait savoir que César n'est pas revenu, et lorsqu'il apprend cette information, il ordonne immédiatement à ses hommes de le chercher dans la forêt car le soleil est sur le point de se coucher. Puis quelqu'un pointe en direction de la forêt, disant qu'il est revenu avec quelqu'un, et cette personne n'est autre qu'Ariadne. Après avoir vu Ariadne et César ensemble, Alfonso est tourmenté intérieurement et le roi est satisfait de voir que son fils va bien. Il court vers son fils, qui annonce que son bras est fracturé et qu'il ne peut pas le saluer comme il le voudrait. Ensuite, lorsque le roi le questionne sur son bras, César lui fait savoir qu'il essayait de sauver Ariane, pendant ce temps elle continue de regarder ailleurs. Il élabore sur la situation, expliquant qu'une personne malveillante l'a attaqué avec une arbalète de chasse, la mettant en grand danger, et qu'il a dû intervenir. S'il n'avait pas été là à ce moment-là, cela aurait été une catastrophe. Le roi est choqué d'apprendre la situation et se met à crier, demandant comment quelqu'un a pu commettre une telle atrocité lors de la compétition de chasse sacrée. Avant même qu'Ariane n'ait pu dire quelque chose, César informe le roi que l'identité de l'homme est nulle autre que Zanobi, le neveu de la femme du cardinal. Le roi rugit en apprenant l'incident et ordonne à ses hommes de l'amener immédiatement devant lui, et Zanobi est presque instantanément ligoté et présenté au roi. Le roi demande à l'homme de s'expliquer sur la situation concernant Ariane. L'homme commence à nier les faits, affirmant qu'il n'aurait jamais pu faire une telle chose, car il a passé tout son temps dans les tentes. En entendant sa déclaration, Ariane commence à sourire, se demandant comment il peut faire une fausse déclaration devant elle, comme si elle n'en valait pas la peine. À ce moment-là, Ariane se présente devant la foule pour faire des déclarations sur l'incident. Elle souligne le fait que César n'a jamais mentionné qu'il l'avait attaqué avec une arbalète, que la flèche l'ait touché ou non, ou qu'elle ait touché le cheval à la place, ce qui excite encore plus la foule. Zanobi tente d'apaiser la situation, affirmant qu'il s'agit d'un énorme malentendu.
Mais en essayant de garder la situation à son avantage, il finit par la compliquer davantage pour lui-même. Ariane continue de fournir de plus en plus de preuves verbales. Soudain, Lucrezia fait son entrée devant la foule pour défendre son neveu, accusant Ariane d'avoir une rancune contre lui. Dès qu'Ariane remarque que Lucrezia s'est jointe à la confrontation, elle a du mal à décider quoi faire, car quoi qu'il en soit, elle reste sa belle-mère et ne peut donc pas la confronter directement en public. Lorsque César apprend la direction de l'incident, il présente la flèche, qui porte le blason de la famille de Zanobi. En même temps, Ariane est confuse de voir que César se manifeste pour témoigner en sa faveur, tandis qu'il continue à élaborer sur la situation et à expliquer à quel point Ariane était en grand danger à ce moment-là. Il mentionne qu'il a failli mourir lui-même dans cette situation. Sachant que le roi réagirait en entendant cela. Cependant César continue à l'aider, Ariane se promet intérieurement que, malgré tout cela, il n'obtiendrait jamais rien d'elle. Le roi commence ensuite à rendre un jugement sur l'incident, en tenant compte de tout ce que Zanobi a fait, et il est condamné à 40 coups de fouet. Mais Ariane sait que cette punition n'est appliquée que pour des dommages matériels, comme blesser un cheval, mais Zanobi a intentionnellement tenté de la tuer, mais a plutôt tué son cheval. Le roi annonce ensuite que Zanobi sera à jamais banni de l'ordination en tant que chevalier. Lorsque Zanobi entend cela, il commence à s'emporter, les chevaliers le maîtrisent alors qu'il profère des insultes à l'égard d'Ariadne devant le public et les nobles. Ariadne remarque à quel point Zanobi prend la situation à la légère, elle pense que cet homme est un déchet de la société. Une fois le jugement prononcé, Lucrezia s'en prend à Ariane, l'accusant de tout et la maudissant. Mais au lieu de l'atteindre, elle finit par tomber en arrière et s'évanouit. Pendant que Zanobi est fouetté par les chevaliers, Ariane a du mal à décider si elle doit remercier César ou non, sachant que c'est lui qui l'a aidé au final. Confus, Alfonso reste à l'écart, ne sachant pas quoi faire dans cette situation. Une fois dans le manoir du cardinal, celui-ci commence à interroger Zanobi sur ses intentions de blesser sa propre fille, bien qu'il lui ait tout donné depuis 22 ans. Au cours de l'interrogatoire, Zanobi finit par laisser échapper que c'était Isabella qui voulait qu'il agisse ainsi, ce qui empire encore plus la situation. Isabella commence aussitôt à dire que Zanobi ment, rappelant qu'il avait déjà menti devant le roi, donc il ne devrait pas être surprenant qu'il mente aussi chez eux. Zanobi affirme qu'elle voulait donner une leçon à Ariane, et Isabella se vante que c'est lui qui avait voulu le faire en premier. Mais au lieu de se concentrer sur leur querelle ridicule, le cardinal demande à Isabella ce qu'Ariane lui a fait pour qu'elle la haïsse à ce point et avec un regard sérieux Isabella commence à bafouiller, et il lui fait remarquer combien cela a causé du tort à Ariane, qui a dû être secourue par un homme dans la forêt. Il souligne que personne ne ferait cela à sa sœur cadette, peu importe la haine qu'il éprouve. Le cardinal annonce qu'Isabella devra désormais lire l'intégralité d'un livre d'histoire et rédiger un rapport, et jusqu'à ce qu'elle ait terminé, elle sera consignée dans la maison. Alors Isabella reste sans voix, il ordonne ensuite à ses hommes de traîner Zanobi dehors pour qu'ils lui coupent les bras et les chevilles, ce qui le fait hurler de peur et de douleur. Une fois que l'affaire Zanobi est réglée, le cardinal annonce à Lucrezia qu'étant prêtre, il n'est pas supposé avoir sa propre famille, et qu'il n'a donc jamais eu l'intention de la déclarer officiellement comme son épouse légitime. Il lui explique qu'il avait pris soin d'elle par gratitude, mais que désormais, il ne fermerait plus les yeux sur certaines choses, notamment le fait qu'elle envoyait secrètement de l'argent à sa propre famille. Il ajoute qu'il était au courant de cela depuis longtemps mais était resté silencieux par gratitude. Il annonce qu'à partir de maintenant, Ariane inspectera les comptes de Lucrezia, et qu'elle devra les faire vérifier chaque semaine. Il conseille également à Ariane de ne pas fermer les yeux simplement parce que Lucrezia est sa mère, et que si elle remarque quelque chose de suspect, elle pourra venir lui en parler en privé. En s'éloignant, Lucrezia réagit violemment envers Ariane, l'insultant « Mère, j'attendrai vos livres de comptes la semaine prochaine. Cette situation est un peu abrupte, mais je sais que d'ici la fin d'année, vous vous y ferez. » Tandis qu'Ariane quitte la pièce pour aller discuter avec sa servante Sancha, car elle ne sait pas quoi faire. Sancha, quant à elle, est heureuse de voir que cela s'est enfin produit, car cela lui permettra de rendre justice à toutes les injustices qu'Ariadne a subies. Après que l'incident soit résolu, Ariane en ressort plus sage, voyant comment les situations peuvent basculer pour de petites raisons. Quelques jours plus tard, Sancha arrive auprès d'Ariadne avec les livres de comptes de Lucrezia. Bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de les faire vérifier, Sancha a réussi à les récupérer de force. Ariane constate que les comptes sont dans un état déplorable, et en les examinant, elle demande à Sancha si Lucrezia reçoit beaucoup de lettres récemment. Selon Sancha, il semble que la famille de Lucrezia la harcèle constamment, exigeant de l'argent pour leurs frais de subsistance et demandant encore plus d'argent pour le pauvre et estropié Zanobi. Sa famille la dénigre constamment, lui disant de mettre fin à ses jours, ce qui est un vrai chaos. Sancha informe également Ariadne que la selle en cuir de cerf, qui avait été renvoyée à César par Ariadne, lui a de nouveau été envoyée par le comte César. Lorsqu'Ariane lit la lettre de César, elle commence à ressentir une grande excitation intérieure, et en apprenant qu'il parle d'une cicatrice sur son visage à cause de leur incident précédent, elle lui envoie une pommade pour cicatrice avec une réponse. Dans celle-ci, elle lui souhaite de fonder une famille heureuse avec une autre femme, plutôt que de penser à elle.
Ariadne décide de garder la lettre et suggère à Sancha d'envoyer la pommade à César avec la lettre, ce qui surprend Sancha. Elle laisse ensuite 3 autres lettres à Ariane, et il semble qu'elles viennent d'Alfonso, qui a honte de la décision de son père concernant la punition de Zanobi, malgré le crime grave de Zanobi. Il s'excuse également de ne pas avoir pu la voir lors de la cérémonie de chasse. Il l'invite au bal masqué qui aura lieu en octobre au Palais Royal, espérant qu'ils pourront se retrouver à ce moment-là, car elle lui manque beaucoup et il s'inquiète pour elle. Bien qu'Ariane admette qu'elle cherchait à se rapprocher d'Alfonso depuis son retour dans le passé pour éviter les malheurs de sa vie précédente. Elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais lui faire une place dans son cœur, quoi qu'il arrive. Selon Ariane, elle considérait leur relation comme un accord qui bénéficiait à tous les deux. Elle épouserait Alfonso pour quitter sa maison parentale et ainsi empêcher la trahison de César, tout en aidant Alfonso à accéder au trône. C'était son intention depuis le début. Elle a même étouffé son sentiment de culpabilité et tenté de se rapprocher de lui la deuxième fois qu'elle l'a rencontré. Elle l'a séduit, mais elle a fini par ressentir des papillons dans le ventre, oubliant sa culpabilité, ce qui s'est ensuite transformé en plaisir. Mais à présent, elle a perdu de vue ses objectifs après que son cœur ait été troublé par une simple lettre d'Alfonso. Elle réalise qu'elle a été idiote d'être amoureuse et qu'elle avait tout abandonné et renoncé à sa vie. Ariane comprend qu'elle doit se ressaisir et se concentrer sur ce qu'elle doit accomplir. Elle décide donc qu'elle épousera Alfonso dans cette vie, afin qu'il puisse l'emmener loin de sa maison familiale. D'un autre côté, elle pourra empêcher la trahison de César, mais elle ne tombera pas amoureuse d'Alfonso, ni de quiconque d'ailleurs, car elle obtiendra une place à côté du roi et deviendra reine, tout cela pour sa liberté et sa sécurité. Pendant ce temps, dans le salon de la boutique de robes de Ragione, une dame semble avoir une crise après avoir discuté avec Ariane. Elle pense qu'accepter son accord ruinerait la réputation de sa boutique de robes, et en même temps, elle craint que le cardinal ne coupe les liens avec eux, en disant qu'elle ne peut pas accorder de rabais à Madame Lucrezia. Le rabais fonctionne comme un retour d'une partie des ventes à l'acheteur, et si Lucrezia recevait un rabais de la boutique, cela reviendrait à acheter une robe pour moins cher que ce qui est écrit dans les comptes, ce qui pourrait devenir un fonds secret. Ariane le sait, et c'est pourquoi, si une proche associée de Lucrezia divulgue intentionnellement une rumeur selon laquelle la boutique de robes de Ragione offre des rabais, Lucrezia ne pourra pas résister à l'idée d'en profiter, car c'est le seul moyen pour elle de sécuriser ses fonds. Ariane prévoit de recueillir des preuves que Lucrezia reçoit des rabais, ce qui deviendra une preuve cruciale pour le cardinal. Une fois que la confiance du cardinal envers Lucrezia sera au plus bas, toute l'autorité sur l'économie domestique de la maison de Demar tombera entre les mains d'Ariane. Ariane fait ensuite remarquer à Ragione qu'il y a eu une énorme augmentation de la promotion de sa boutique, car elle portait une robe de chez elle, et même lorsque d'autres boutiques lui ont proposé de meilleures offres, elle les a rejetées pour protéger sa relation avec la boutique de Ragione. Ariane sait que si l'incident est signalé, la famille Demar coupera les liens avec la boutique. Cependant, Ariane promet à Ragione qu'elle continuera à promouvoir sa boutique et qu'elle pourrait l'aider à développer son entreprise. Lorsque Ragione demande comment développer son secteur d'activité, Ariane lui conseille d'ouvrir un autre magasin sous un autre nom, en suggérant que les articles vendus pourraient être des vêtements utilisés par les domestiques et du linge de maison. Ariane remarque que si les affaires domestiques de la famille Demar tombent entre ses mains dans le futur, elle aura besoin d'un agent extérieur pour gérer tous les vêtements. Selon Ariane, bien qu'il y ait moins de profit par article, cela créera un marché entièrement nouveau pour Ragione. Elle pourra ainsi s'assurer que la famille Demar devienne une cliente régulière et ouvrir la voie à d'autres familles nobles, car Ariane l'aidera aussi à cet égard. L'idée de ce nouvel arrangement fait germer une étincelle dans l'esprit de Ragione, et Ariane en prend conscience. Elle suggère à Ragione de la contacter une fois qu'elle aura pris sa décision. Quelques jours plus tard, Sancha découvre qu'un achat de parfum falsifié, datant du 3 août, a été effectué au nom de Lucrezia, et Ariane est fière de voir qu'elle peut maintenant lire sans problème. Cependant, Ariane remarque qu'elle ne peut pas toucher aux dépenses personnelles de Lucrezia, même volontairement, ce qui rend Sancha incrédule. Ariane lui demande alors de jeter un œil au reçu de la boutique de robes de Ragione et lui ordonne d'amener la servante la plus proche de Lucrezia, car elle devra tendre un piège à son ennemi. Pendant ce temps, César continue de lire les lettres ennuyeuses envoyées par diverses dames nobles, les froissant dans sa main car elles sont trop ennuyeuses à son goût. Lui et ses compagnons s'amusent à trier les piles de lettres. Il semble que César s'amuse même avec les femmes mariées du royaume. Son compagnon pense que César mourra un jour des mains d'une femme qui le poignardera dans le dos. À ce moment, César fixe une seule lettre comme si c'était un Graal sacré. Lorsque son compagnon tente de la toucher, César le frappe, ce qui l'excite encore plus. Mais jusqu'au dernier moment, César garde le secret et écrit une autre lettre pour Ariane, promettant qu'il lui dédiera même tout le royaume. Pendant ce temps, Alfonso propose au comte d'inviter Ariane au palais détaché dans le sud, et le comte a l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête en entendant ces mots. Il insiste sur le fait qu'Alfonso ne peut pas recevoir de visite féminine en ce moment. Alfonso pense alors que tout irait bien si c'était un visiteur masculin, car ainsi, il pourrait déguiser Ariane en homme et passer du temps de qualité avec elle. Alors qu'Alfonso continue de rêver, il s'imagine qu'ils passeront toute leur vie ensemble.
Il sait qu'il ne peut pas inviter Ariane spécifiquement, mais qu'il pourra la retrouver lors du bal masqué, après tout. Cependant, la situation change lorsqu'il apprend que Larissa viendra assister au bal masqué, prévu pour célébrer la fête de Saint-Michel. Le roi insiste sur le fait que la princesse Larissa souhaite vraiment assister au bal et qu'elle veut se marier avec Alfonso, se montrant plutôt douce avec lui. Sa mère fait remarquer que Larissa est l'invitée d'Alfonso, et c'est pourquoi il doit l'accompagner tout au long du bal masqué, lui seul, afin d'éviter tout problème diplomatique. Confronté à la situation, Alfonso ne fait aucun autre commentaire et continue simplement à répondre positivement aux affirmations de sa mère. Il commence ensuite à écrire une lettre à Ariadne, lui expliquant qu'il y aura quelqu'un d'autre du royaume de Gallico en visite et qu'il est chargé d'escorter cet invité lors du bal masqué. Cependant, il exprime son désir sincère de la revoir après tout ce temps et s'excuse de ne pas pouvoir le faire, lui promettant qu'il lui enverra une autre lettre plus tard, avec des regrets. Ariane commence à ressentir que tout se déroule comme dans sa vie passée, et que l'invité du royaume de Gallico est la princesse Larissa, qui est la prétendante d'Alfonso. Dans le passé, Larissa avait également assisté au bal et était tombée éperdument amoureuse d'Alfonso, mais cet événement avait fait échouer la proposition de mariage, forçant Alfonso à épouser Isabella. Pourtant, pour une raison quelconque, Ariane estime que si la femme est Larissa, cela ne pose pas de problème. Alors qu'Ariane prépare ses futurs plans, Arabella fouille dans la chambre d'Isabella et dès qu'elle y entre. Elle est fascinée en voyant la pièce remplie de bijoux magnifiques et coûteux, et, après les avoir remarqués, elle commence à essayer chacun d'eux. À ce moment, elle remarque une barrette et se rend compte que les extrémités sont magnifiques. Lorsqu'elle en attache une dans ses cheveux, la servante commence à appeler Ariadne, ce qui la terrifie. Elle finit par cacher la barrette dans un coffre et s'enfuit pour vérifier le masque qu'Ariadne avait commandé. Arabella, excitée, va voir le masque, mais lorsqu'elle remarque que l'atmosphère dans la salle est tendue, elle commence à interroger Ariadne à ce sujet. Quand Ariadne se retourne, portant un masque effrayant, Arabella pousse un cri, qualifiant le masque d'horrible. Sancha demande également à Ariadne de ne pas porter ce masque. Ariadne, essoufflée après l'avoir enlevé, explique qu'elle ne peut pas parler en le portant, car elle doit mordre un serre-joint à l'intérieur pour le maintenir en place. Selon Ariadne, ce masque s'appelle un masque muet de servante. Lorsqu'Arabella suggère d'en commander un autre, Sancha rappelle qu'il n'y a plus assez de temps pour faire une nouvelle commande. Ariadne se retrouve dans une situation difficile, car elle n'aurait jamais pensé que quelque chose comme cela se produirait, n'ayant jamais utilisé ce masque auparavant. Elle s'inquiète de la manière dont elle pourra rester silencieuse lors de la fête avec ce masque. Peu après, un homme entre avec un colis, et il semble que le comte César ait encore envoyé quelque chose. Mais au moment où elle pense renvoyer le cadeau, elle découvre à l'intérieur un magnifique masque, soi-disant issu de la boutique de Colzione, une pièce que le comte a payé cher et fait fabriquer spécialement pour elle. Ariadne ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il aurait choisi de livrer le masque à ce moment précis. Elle sait que si elle accepte le cadeau, ses inquiétudes seront résolues, mais il y a toujours un danger à tisser une relation avec lui. Quand Ariadne veut renvoyer le masque au comte, Sancha la persuade de le garder, soulignant qu'elle devra profiter de la fête jusqu'au bout pour ne pas perdre Alfonso. Mais Ariadne sait qu'Alfonso passera cette fois du temps avec Larissa de toute façon, et elle finit par accepter les cadeaux envoyés par César. Le jour du bal, Sancha et Arabella lui souhaitent de bien s'amuser. Habillée et maquillée, Ariadne se rappelle qu'elle doit profiter de ce moment pour elle-même. Dès qu'elle monte dans la calèche, elle réalise qu'Isabella est également à bord, et qu'elle devra rester avec elle jusqu'à leur arrivée au palais.